Actualité Plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité socio-politique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée, la tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes mardi 5 septembre 2017. Éboulement, effondrement, glissement ou affaissement, on n'en sait pas trop. La seule chose qu'on sait, l'image a fait le tour des réseaux sociaux et plusieurs sites de la place. Le coffre d'un taxi et une bonne partie des bagages enfoncés dans la terre. Certaines informations indiquent que c'est un pont qui a cédé à la rentrée de Guékédou. D'autres parlent même que la préfecture est aujourd'hui coupée d'une bonne partie des autres de la région forestière. Donc tout à l'heure, Madame Oumou Kamara est ministre des Travaux publics. Elle sera en direct dans cette émission pour plus d'éclairage. Une autre information qui fait la une de plusieurs sites de la place, c'est ce cas de viol attribué à un acteur politique bien connu dans le milieu médiatique. Il s'agit de Dr Ibrahima Souri Diallo. Il est le coordinateur général du bloc de l'opposition constructive. Il sera aussi en direct dans cette émission pour plus d'éclairage. Et comme invité ce matin ici dans ce studio sur ce plateau, Hadja Aïssata Daffé, elle est présidente nationale des femmes de l'Union des forces républicaines. Elle est députée au Parlement de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle rentre d'une mission de Lomé au Togo. Il sera donc question de cette mission, mais aussi des préparatifs des élections communales au sein de son parti, l'UFR, parti que dirige Sidia Touré. Hadja Aïssata Daffé, bonjour et bienvenue dans cette émission. Encore une fois de plus, bonjour. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Oui, Aboubacar Kondé, bonjour. Il faut déjà rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs que ce rire n'est pas un rire moqueur, mais c'est un rire d'étonnement parce que même notre invité dans ce studio... c'est bien étonné. Voilà. C'est une information qui étonne. Et la mise en onde est assurée par Yamoussa Silla. La réalisation côté Tati est assurée par Alassane Diallo et toute son équipe. Composée ce matin de Sekou Touré ici. Micro-présentation Bokar Kondé. Daouda Mohamed Kamara, on en parlait hier. Ce éboulement du côté de Guékédou. Oui, effectivement, parce que vous l'avez déjà dit dans le libellé d'ailleurs, éboulement, glissement, affaissement ou on ne sait quoi d'ailleurs. Mais ce qui reste clair, aujourd'hui, Guékédou, il faut le dire, est coupé du reste de la région forestière parce que il faut rappeler que ce glissement de pont, c'est seulement à la sortie de Guékédou en partance pour Massanta. Donc, ce n'est pas une première. Depuis plusieurs années derrière nous, on a vu cette préfecture qui est plusieurs fois isolée du reste de la région. En 95, cette route a été coupée. En 96, ça a été coupé. En 97, jusqu'à maintenant, chaque saison de pluie, cette ville est coupée du reste de la région. Et aujourd'hui, quand on pose la question aux techniciens, on nous apprend que depuis 30 ans, cette route n'a bénéficié d'aucun travail. Et jusqu'à maintenant, on se demande aucun entretien. La route, elle est abandonnée à elle-même. Et vous savez bien, cette région, il arrive des moments où les gros porteurs ne peuvent pas passer, ne peuvent pas rentrer à Guékédou ou ne peuvent pas quitter Guékédou parce que il se trouve que la route, elle est carrément coupée parce qu'il n'y a pas de passage. Si c'est pas un pont qui glisse, c'est la route qui est endommagée ou qui est
qui est gâté, on ne peut pas circuler là-dessus, mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, il faut interpeller les autorités à voir la situation de cette préfecture, de cette route entre Guékédou-Massanta, parce que c'est une route aussi, je le rappelais hier dans ce studio. En tout cas, c'est l'un des greniers quand même. C'est l'un des greniers, Guékédou, c'est l'un des greniers. Et pour qu'on atteigne aussi paisiblement Conakry, il faut bien passer par Guékédou. Sinon, on peut passer de Zérékoré, Bela, Kirouane et autres pour arriver à Kankan, rentrer à Conakry. Mais voyez un peu le trajet, il est très long. Et même de ce côté également, il y a des problèmes, il y a à dire. Mais si la route Massanta, Guékédou, Kissoudou est bien portante, il faut dire que ça peut permettre la fluidité quand même de la circulation. C'est important. Et surtout le drainage des produits locaux. Des produits locaux de cette partie de la Guinée. Mais aujourd'hui, il faut le dire, les autorités pratiquement n'ont pas un œil sur cette ville de Guékédou. Et il faut le dire, sur cette région, la Guinée forestière. D'accord. On l'a eu pourtant, il a donné son accord de principe. Certainement, il est occupé peut-être d'ici la fin de l'émission. Nous allons revenir sur elle, c'est bien Adja Oumou Kamara, ministre des Travaux publics, mais puisque cette information aussi défraie la chronique à ce cas de viol attribué à un acteur politique bien connu dans les rouages médiatiques, il s'agit de Dr Ibrahima Sori Diallo, coordinateur général du bloc de l'opposition constructive. Il est en ligne. Que s'est-il réellement passé? Il va nous donner sa part de vérité. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Docteur Ibrahima Sori Diallo, bonjour. Bonjour, Dr Mohamed. Vous êtes le coordinateur du bloc de l'opposition constructive. Depuis hier déjà, cette information défraie la chronique sur les réseaux sociaux et même sur les sites d'information. Vous êtes accusé de viol sur une femme mariée. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé d'apprendre cela parce que déjà je n'ai pas voulu faire des commentaires car c'est un non-événement et c'est quelque chose que je ne me suis jamais attendu et que cette femme, c'est bel et bien, je l'ai connue par suite de mon ONG. Quand je mettais en place la représentation de mon ONG Prisonniers sans frontières à Conakry, j'ai réussi à découvrir cette femme. Elle est venue à une seule réunion et depuis cette réunion, on ne la voit pas, mais elle est sur notre plateforme, c'est-à-dire PERSACO, cette plateforme là où les informations passent par rapport à tout ce qu'on fait. Alors, moi j'ai eu un prix, vous savez, de Justice Makers, j'ai eu un financement par rapport à ça, à l'organisation d'une conférence nationale sur la prévention de la torture et la détention illégale. J'ai mis une commission d'organisation en place dont les noms ont été, c'est-à-dire cités. La femme n'a pas retrouvé son nom. Elle m'a demandé qu'elle est membre, je l'ai invité, je ne l'ai pas associé à cette organisation. J'ai dit non, tous les membres qui participent aux réunions, c'est-à-dire sont déjà membres de la commission d'organisation. Personne n'est indispensable. Mais si vous n'êtes pas actif, vous ne venez pas aux réunions, on ne peut pas vous mettre. Elle dit que non, c'est vraiment ça. Elle s'absentait, qu'elle va me rencontrer, m'expliquer les choses. Et elle a demandé où elle doit me rencontrer. J'ai dit, si tu veux me rencontrer, c'est au siège. Je viendrai au siège de telle heure à telle heure, je suis là. Ce jour, dimanche, je devais préparer les communiqués concernant, c'est-à-dire le lancement de notre conférence le 16 septembre. J'étais là avec des autres membres, non, un membre et une autre fille qui est venue derrière ce membre-là. Celle-là était venue pour adhérer à notre organisation à travers ce membre qui était là avec moi, le nom Mohamed Kouromodo Kamara. Alors, la femme a décidé, enfin, quand elle m'a appelé, si elle peut venir au siège. Je dis, je suis au siège, mais je dois quitter bientôt. Tu dois me dire d'ici quelle heure tu peux être là. Elle m'a dit qu'elle peut être là d'ici 17 heures. Je dis, d'accord, tu me trouveras. Elle est venue, elle a expliqué, c'est-à-dire clairement, les motifs qui l'ont empêché de venir aux réunions. Maintenant, je dis, quel est ton problème? Elle dit non, c'est parce que déjà, elle a compris que j'ai fait le choix des membres par vraiment affinité. Affinité. Et là, je le fais comprendre. Moi, je n'ai pas d'affinité. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas d'affinité. Je prends les actifs. Personne n'est indispensable. Donc, par conséquent, qu'est-ce que la fille me fait révéler? Elle me révèle qu'il y a des filles qui ne participent pas aux réunions, qui sont déjà du groupe et qui
qui sont dans la commission d'organisation. Je dis, mais ça, c'est pas ton problème. C'est moi qui dois définir qui est actif, qui n'est pas actif, c'est pas à toi. Donc, si maintenant, là, tu as autre chose à me dire, vaut mieux de me le dire. Elle me dit que non, que la troisième dynamique, il y a des gens qui ont quitté, qu'elle les sanctionner, c'est parce qu'elle est dans la troisième dynamique où moi, je ne suis plus membre. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Quand j'ai quitté la troisième dynamique, j'ai dit tous les membres de Prisonniers sans frontières qui sont dans la troisième dynamique peuvent rester comme ils peuvent quitter. Mais moi, je ne suis plus de la troisième dynamique. Il ne faut pas penser que c'est ça. Sinon, quand il prend Issa Diallo, c'est membre de l'ONG, est membre de prisonniers, est membre de la troisième dynamique. La fille a commencé à me dire que non, je n'ai pris que, c'est-à-dire les gens qui sont proches de moi. Je dis, ma soeur, maintenant, là, que je suis malhonnête. C'est le mot là qui m'a touché. Je le dis maintenant, sors de mon siège. Il faut partir. Si tu veux maintenant m'insulter, tu sors. Elle dit qu'elle ne sort pas. Je me suis levé, je suis allé vers mon bureau. Elle m'a poursuivi. Elle est venue s'arrêter à la porte pour dire que je suis malhonnête. Tout le monde connaît mon comportement. C'est là, j'ai dit, ma soeur, ça, sont des attaques. Mais pour ne pas que vraiment que les gens apprennent qu'il y a une fille qui est venue, c'est-à-dire m'insulter dans mon bureau, j'ai voulu vraiment sortir de mon bureau. Les jeunes couramment viennent me dire grave, il ne faut pas la répondre, elle n'a qu'à dire tout ce qu'elle veut. J'ai refermé mon bureau, je suis venu m'asseoir au petit salon. De là, elle a parlé, elle a vu que je ne répondais pas, elle est descendue tout doucement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'attaquer à ma voiture, briser les feux rouges et rétroviseurs, tout. Moi, je ne savais pas, je suis à l'étage. C'est quand j'étais prêt maintenant pour rentrer, le petit m'a raccompagné. Je descends de l'étage, je viens, je trouve ma voiture brisée. J'ai sauté, je dis, mais qui a fait ça? Après, les vieux qui sont en bas là-bas, je les ai demandés. Les vieux n'ont pas voulu vraiment me donner des explications de ce qui s'est passé. Donc, ils ont dit qu'ils n'ont rien compris. Donc, il y a quand même une fille qui est descendue là et qui a voulu prendre un caillou, mais ils ont dit de ne pas du tout toucher à aucun véhicule. Mais pour eux, la fille là est venue avec quelqu'un dans la voiture. Jusque-là, ils ne sont pas entendus. Il a cassé la voiture. Ils n'ont même pas compris que c'était ma voiture parce qu'il y avait des voitures en bas. Donc, je dis, alors, je vais partir porter plainte contre la fille. Donc, j'ai vu par ces messages, quand j'ai lu ces messages, j'ai compris qu'effectivement, c'est elle qui a dit, parce qu'elle a fait des commentaires, j'ai toutes les preuves dans mon téléphone. Après tout, qu'est-ce qu'elle fait? Ça dit qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé déclarer au CMIS de Koza. Le CMIS a transporté le dossier, ma plainte au niveau du commissariat urbain de Koza et qui ont vraiment convoqué la fille. Qu'est-ce qu'on voit? C'est pas la fille qui répond cette fois-ci, c'est son mari. Le commissaire a dit non, mais nous, c'est ta femme. On veut dire non, que ta femme est malade, elle doit se faire consulter parce qu'elle est violée, elle est partie à l'hôpital, tout ça. Je lui ai donné d'apprendre un monsieur qui prétend être mari d'une femme qui a un problème et qui prend la défense de sa femme pour dire que sa femme est vieille. Cependant qu'il n'était pas présent, il n'a rien compris de tout, il prend la version de sa femme, c'est là qu'il y a une complicité. Donc là, qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai dit que je ne réponds pas à cet homme. Je veux que la fille qui a vraiment attaqué à ma voiture et me menacé parce que ma plainte, cette attaque, c'est-à-dire destruction de biens personnels et diffamation. C'est ce que j'ai porté comme plainte. Donc là, moi j'ai demandé aux agents de continuer les enquêtes préliminaires et pour que la chose soit claire aux yeux de tous les Guinéens. Je suis rentré et après, qu'est-ce que je constate? C'est le monsieur qui affiche sur guinématin.com que moi j'ai violé sa femme. Cependant que sa femme est institutrice, elle était libre de partir déclarer à n'importe quelle radio qu'elle a été victime de viol. Ou bien au siège là où nous étions, si elle était violée, elle était libre à partir de là de mobiliser tous les voisins ici pour que le viol soit justifié. Donc je suis désolé d'apprendre que par un monsieur, parce que je portais plainte contre lui, de diffamation, la femme, je portais plainte contre la femme, c'est par rapport, c'est-à-dire à la diffamation et destruction de biens personnels
Mais c'est tout ce que je connais dans ce dossier. D'accord. C'est tout ce que vous connaissez dans ce dossier. Vous avez rappelé qu'au siège à ce jour-là, il y avait un certain Camara. Est-ce qu'aujourd'hui, Camara s'est exprimé sur cette question? Comment il a vécu vos échanges de mots avec la fille? Donc, Camara était venu au commissariat, mais hier, il n'a pas été entendu. Ils vont l'entendre. Tout ce qui était au siège, il y avait deux personnes. C'est-à-dire Camara, une autre fille que je ne connais pas parce que cette fille c'était la première fois de la voir au siège là-bas, mais la fille elle est venue c'est-à-dire de son propre gré et sous sa demande de me rencontrer. Donc c'est un peu ça. Si maintenant qu'elle prend ça comme un viol, et même qu'à me dire si c'est un viol, si ce n'était pas dans le cadre professionnel, pourquoi elle est venue au siège? Alors, est-ce que préalablement, avant ce jour dont vous avez été accusé de viol, est-ce qu'il y a eu quand même une intention de Dr Ibrahima Sory Diallo vis-à-vis de la fille? Sans langue de bois, hein? Il n'y a jamais eu, je vous garantis une seule chose, les conversations téléphoniques, c'est-à-dire les messages, c'est là où nous échangeons, parce qu'on échangeait toujours dans le cadre professionnel. Les messages, là, ce n'est pas supprimé, je déteste les messages, ça est là. Si toutefois il y a eu intention, c'est-à-dire de suivre cette fille, rien que quand j'ai vu la fille hier, tout ce que j'ai constaté à cette fille, quand elle était venue au siège, je l'ai entendu communiquer avec quelqu'un, j'ai compris que là, dans cette communication-là, elle s'exprimait comme si elle n'était pas une femme mariée. J'ai dit, ma soeur, et pourtant, vous m'avez dit que vous étiez mariée. Elle dit non, qu'elle ne m'a jamais dit ça. Je lui rappelais le jour où on s'est vu pour la première fois, c'est ce qui était sorti de sa bouche. Et aujourd'hui, elle dit le contraire. Elle dit non, c'est parce que je lui ai demandé la chose là 2 fois. C'est pourquoi elle m'a dit, mais maintenant qu'elle n'est pas mariée. Donc, je m'excuse autant pour moi. C'est un peu l'appel que j'ai entendu. La fille a communiqué avec un monsieur devant moi au téléphone. J'ai compris que cette femme qui est en train de me parler, vraiment que ce n'est pas une femme mariée. Là est-ce que adhérer à votre ONG aussi ou à votre plateforme, on a besoin de savoir si on est marié ou pas? Non, il y a une condition. Quand tu viens dans l'ONG, il faut que moi je comprenne ton état. C'est-à-dire tu es marié ton statut. Ou pas. Voilà, ton statut. Lorsque tu es marié, je te comprends. Quand tu t'absentes, je sais. C'est-à-dire les raisons qui te poussent de t'absenter. Mais cette femme-là et moi, on s'est vu que, c'est-à-dire si je compte le premier jour que je l'ai connue, le deuxième jour, c'est quand elle est venue à une seule réunion. À part cette réunion, il y a plus de 6 mois, elle n'a jamais foutu pied à une réunion. C'est quand elle a appris que j'ai bénéficié de ce prix, elle voulait maintenant venir, c'est-à-dire participer à l'activité. Et c'est de là où il y a eu ce problème. C'était la deuxième fois, c'était la troisième fois ce jour de la voir de mes propres yeux. Oui, mais est-ce que vous ne trouvez quand même pas banal d'empêcher quelqu'un d'intégrer votre structure et que l'intéressé descende casser votre véhicule? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est banal quand même de dire que je n'ai pas accepté qu'il intègre le groupe et puis tout d'un coup il est descendu, saboter mon véhicule? C'est pas ça. Je ne vais pas empêcher. Je leur fais comprendre que la commission d'organisation, lorsqu'elle m'a traité de malhonnête, elle m'a traité de malhonnête, j'étais là un peu énervé. J'ai dit maintenant, ma soeur, quittez. Elle a insisté qu'elle ne quitte pas. Si c'est là, je veux dire ce que je veux, mais elle me cassera les 4 vérités. Je suis malhonnête de prendre les gens par affinité. Elle a cité les noms des gens et j'ai pris par affinité. Ceci, vraiment, ceci, cela. Elle m'a traité de tous les noms de oui, mais là, cet homme qui estime que la femme, c'est bien son épouse, est-ce que vous avez essayé de vérifier l'effectivité? Non, je ne sais pas. Le monsieur là a commencé à m'appeler la nuit en me menaçant que j'ai violé sa femme, je saurais ce qu'il va faire. Mais je devais vous dire encore une chose. Derrière tout ça, qu'est-ce que je constate après? Je trouve à la police deux jeunes qui sont venus de soi-disant défenseurs des droits humains, auxquels dans l'affaire
Faya Milimono, c'est ces jeunes qui m'ont diffamé par le passé, j'ai porté plainte contre eux à la gendarmerie de Hamdallah. Il s'agit de M. Sénateur, de M. Saïkouyaya, qui sont venus là-bas pour dire que... Se constituer partie civile. Voilà, ils se sont constitués en partie civile parce que j'ai violé une fille. Ils n'ont même pas la version, ma version. Ils n'ont rien, ils viennent. Donc j'ai compris que c'était un montage pour me salir. Mais j'ai écran, il y a le siège. Mon siège n'est pas un siège isolé. Je suis au 4e étage. Au 4e étage, du premier jusqu'au 3e, c'est des habitations. Si j'ai violé une fille, franchement, ces voisins-là peuvent apprendre les cris, peuvent entendre tout ce qui se passe. Ou bien c'est en face de la route de Prince, les gens là aussi peuvent voir à l'étage ce qui se passe. Parce que dès qu'il y a bruit, les gens vont sentir. Docteur Ibrahima Souri Diallo, on le sait quand même qu'il y a un autre leader quand même qui croupit dans les geôles. Il s'agit d'Abdrahman Bakayoko, dit-on, pour cas de viol. Hein. Ça vous inquiète un tout petit peu là? Oui, quand même, vous savez, le cas de Bakayoko, déjà, c'est quelqu'un, lorsque j'étais coordinateur de l'Alliance nationale pour l'alternance en 2015 de M. Sidi Touré, il était membre de cette alliance. Je l'avais exclu du financement des frais de campagne parce qu'il voulait prendre l'argent sans faire rien. Et le monsieur a les dents contre moi depuis. Donc lui, son comportement ne m'étonne pas. D'accord. Dossier à suivre. Ibrahima Souri Diallo, coordinateur général du BOC. Merci d'être passé dans cette émission. Merci bien, c'est moi qui vous remercie. C'est un devoir. Et si l'autre partie suit l'émission, elle peut réagir via nos 2 numéros du stand à tout moment pour que on lui donne aussi le temps d'antenne pour une question d'équilibre, en tout cas, puisqu'on n'a pas le contact de l'autre partie. Et c'est pourquoi nous avons voulu donner l'antenne à Dr Ibrahima Souri Diallo. Cela ne voudrait pas dire que il est prioritaire sur cette antenne par rapport à ce sujet. Vous, sénateur, ou quelqu'un d'autre qui est touché par... Qui s'est constitué d'ailleurs partie civile. Vous pouvez nous contacter demain ou les jours à venir pour vous donner aussi le temps d'antenne pour que lumière soit faite dans ce dossier. Elle a donné son accord pourtant, on essaie de l'avoir. Peut-être que la technique va continuer à l'appeler. C'est bien la ministre des Travaux publics par rapport à la situation qui prévaut en ce moment du côté de Guékédou. En tout cas, l'image fait la une des réseaux sociaux, pourquoi pas même certains sites de la place. Daouda, on a suivi Dr Ibrahima Souri Diallo. Oui, on a suivi Dr Ibrahima Souri Diallo. Je crois pour l'instant, on a fait qu'écouter Dr Ibrahima Souri Diallo et on n'a pas écouté l'autre partie. On ne peut pas directement dire il a raison ou il n'a pas raison. Il a violé ou il n'a pas violé. Ouais. Et le viol, vous savez, le viol n'est pas que combatif. Il peut y avoir des viols qui ne sont pas violents. Il y a des viols violents. Donc, il y a aussi toutes ces caractéristiques là autour du viol. Donc, on attend bien de savoir ce que le commissariat qui a été saisi de ce dossier va trouver comme élément incriminant Dr Ibrahima Souri Diallo ou ne l'incriminant pas. Donc, pour l'instant, on ne peut qu'observer et attendre la réaction également de l'autre côté, de l'autre partie pour savoir est-ce que elle a été violée ou pas été violée. Sinon, pour n'avoir pas inscrit sur une liste d'une activité et de là aller traiter l'organisateur de malhonnêtes, d'utiliser des gens par affinité. Je crois quand même qu'on trouve un peu léger cet argument, mais on attend quand même de savoir le fond du dossier. Est-ce que y a-t-il eu des tentatives ou des intentions de la part de Dr Ibrahima Souri Diallo ou puisque des intentions... les deux ont commencé à échanger sur Messenger, sur Messenger, la police pourrait se remonter tous les éléments pour savoir est-ce que les échanges même téléphoniques, les messages, est-ce que on y trouve un caractère d'intention sentimentale ou amoureux. Tout cela quand même pourrait être remonté par la police. On attend les jours à venir pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais déjà, il faut dire que sur les réseaux sociaux, chacun se livre à ses commentaires et c'est pas quand même de bonne presse pour un acteur politique qu'il soit accusé de la sorte, un homme public qu'il soit accusé de la sorte.
Et puisque tous les moyens sont permis en politique. Ben, pas les moyens quand même, Sordides. pas les moyens sordides. Si c'est un combat sur le terrain politique, Ouais, il faut aller tous sur le les, terrain tous les- politique. tous les moyens sont permis, mais Oui, quand mais il c'est revient pas... aussi aux hommes publics de savoir ce qu'ils doivent faire. Oui, C'est de important, savoir ce Daouda. qu'ils doivent faire, mais aussi il faut pas aussi il faut pas l'oublier, Abakar Condé. Qu'il y en a qui sont cyniques. Le piège, il est tendu, et si on n'y tombe pas, on n'y tombe, le on tombe guet-apens pas, est toujours monté. toujours monté. Si on ne tombe pas dedans, c'est que on a été épargné. Mais il faut savoir que tant qu'on est dans les activités publiques, il faut s'attendre à des pièges, il faut C'est s'attendre à tout. pourquoi prudence, prudence et prudence. À présent, on se tourne vers l'invité ici dans ce studio sur ce plateau, Hadja Aïssata Dafé, présidente nationale des femmes de l'Union des forces républicaines, parti que dirige Sidia Touré, haut représentant du chef de l'État. Vous rentrez tout droit de Lomé, capitale du Togo. C'était dans quel cadre, Hadja Aïssata Dafé, où on va commenter un peu la situation de Dr Ibrahima Sori Diallo. Allez-y, vous avez la parole. Merci C'est un devoir. d'être reçu une fois de plus dans votre studio. En fait, ce que je viens d'entendre, comme vous l'avez dit au départ, j'étais vraiment surprise. Parce que j'ai eu à connaître, comme il a dit tout de suite là, monsieur docteur, en 2015, pendant les élections présidentielles, on s'est beaucoup frotté. Mais dire qu'il puisse agir jusqu'à ce point, bon, je mets un point d'interrogation. Ouais, parce que je me dis que viol pour un homme public comme ça, je me demande, est-ce que la dame voulait parler d'agression, agression verbale ou agression physique, ou viol lui-même, ou viol? Vraiment, moi, c'est un peu confus. Parce que quand on est homme public, vous avez dit, il faut être prudent. Ouais. On a vécu un cas tout dernièrement, le cas du jeune banlieusard. Oui. Hein? Oui. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas raconté. De fil en aiguille. De fil en aiguille. On s'est rendu compte que la jeune fille a voulu juste ternir son image. Ternir son image. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi il faut être très prudent dans des choses comme ça. Mais vous savez, les réseaux sociaux, chacun est permis de décrire, de dire ce qu'il veut. Donc moi je crois qu'il faut qu'on soit très prudent et d'attendre la suite. Bon, ça c'était sur ça. C'était sur le cas du docteur. La présence à Lomé. Maintenant, pour Lomé, c'était une première, disons, au niveau du Parlement de la CEDEAO. Normalement, nous devons nous rendre à Abuja pour une session extraordinaire au Nigeria, mais on a changé de stratégie. Désormais, on délocalise les sessions extraordinaires dans un des 15 États de la CEDEAO. C'est ainsi que pour cette fois-ci, lorsque nous étions au Libéria, en ce moment-là, la présidente Hélène Johnson était la présidente de la communauté, et il a été décidé, parce que le président Faure est venu nous trouver au Libéria. Oui, il est venu nous trouver au Libéria, et c'est à ce moment-là qu'il a dit que vraiment qu'il demanderait au Parlement d'envoyer cette rencontre-là à Lomé. Et c'est ce que le Parlement a fait. Et il y a eu, en prélude de la session extraordinaire, il y a eu un séminaire qui a été organisé et financé par le NILS. NILS, ça c'est le National Institute for Legislative Studies, c'est-à-dire un institut national des études législatives qui a son siège au Nigeria. Donc cet institut-là, pratiquement s'occupe des questions parlementaires. Il est là, il forme pour les députés, cherche à faire de renforcer les capacités des parlementaires, des assistants parlementaires, travaille sur les dossiers, propose des lois au Nigeria, et beaucoup de pays de la sous-région vont à cet institut pour des formations, que ce soit les assistants ou bien les députés même. Voilà, ou font même lorsqu'ils ont des problèmes, parce qu'en général les députés doivent avoir des consultants. Bon, au lieu de chercher des consultants, quand ils veulent faire des propositions ou des projets de loi, ils passent par le NILS pour pouvoir faire ces projets, qui travaillent là-dessus et qui renvoient ensuite au niveau du Parlement. Donc, en fait, c'est cet institut-là qui a eu à organiser ce séminaire. Et on a eu plusieurs débats
sur plusieurs thèmes, différents thèmes, des personnalités qui sont venues pour pouvoir partager avec les parlementaires, les 115 députés qui étaient présents à Lomé. Oui. Ça, c'était la première partie. C'était le séminaire qui a duré pendant 3 jours. Et après la séminaire, on a enclenché directement la session. Cette session, on a parlé surtout sur les nouvelles prérogatives du Parlement de la CEDEAO, avec l'acte additionnel. Dans ces nouvelles prérogatives, nous avons constaté que désormais, le Parlement a droit de regard sur le budget de la Commission. Parce qu'avant, cela ne se faisait pas. Donc, c'est la Commission qui décidait tout. Mais lorsque la Commission fait désormais son budget, passe devant le Parlement apprécie. Si le Parlement a des amendements à faire, nous le faisons, cette proposition, et le président du Parlement retourne au niveau de la Commission pour pouvoir déposer ces modifications. Voilà des nouveautés qui sont arrivées. Et ensuite, on a constaté que dans le renforcement des prérogatives, les députés, au départ, étaient considérés comme des députés au niveau de l'institution, mais on a changé, ce sont des députés au niveau de la région. Okay. Donc ensuite, il y a eu encore des changements tels que sur les thèmes comme sur les décisions qui passent désormais. On était désormais un simple Parlement qui avait le pouvoir consultatif. Maintenant, nous passons à un Parlement co-décisionnel. Avec la Commission. Avec la Commission, et qui peut passer plus tard comme un Parlement qui peut légiférer. Okay. Donc, il y a eu cette donc, il y a une grande avancée. Oui, très grande avancée. Mais comment aujourd'hui, comment il peut être possible, quand on sait un peu la jalousie des présidents, que ce soit les parlementaires aussi qui aient un droit de regard sur le budget de la Commission? Parce que là, quand on parle de la Commission, c'est les chefs d'État. Comment vous concilierez alors vos rapports avec les présidents qui ont leur jalousie de président, avec vous les députés? Si vous voyez que ce renforcement a mis du temps, c'est à cause de ça. Parce que le budget de la Commission, pratiquement, ce sont les chefs d'État qui ont droit de regard. Vous savez, même au niveau des parlements nationaux, le problème du budget, c'est un problème. Le droit de regard, la session budgétaire. Oui, le droit de regard du Parlement là-dessus, c'est un problème. À plus forte raison, des 15 États réunis, les 15 chefs d'État. Donc, c'était vraiment un problème. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, on dit là, c'est un premier pas. Parce qu'ils ont accepté à ce qu'on ait un peu droit de regard, qu'on puisse critiquer, qu'on puisse amender, apporter notre correction que nous voulons, et que le Parlement, la Commission vienne devant le Parlement de la CEDEAO pour pouvoir exposer le budget, et qu'en retour, nous portons nos critiques, nos amendements, et nous envoyons vers la Commission. Il faut bien aussi que vos États respectifs s'acquittent de leurs contributions, parce que ça aussi c'est un problème. Voilà, c'est un problème. Parce que dans notre programme, avant, on avait 2 sessions ordinaires, 2 sessions extraordinaires, 6 réunions délocalisées. Pour le budget 2018, le budget a été réduit de 4,77%. Pourquoi? Parce que il y a un problème de mobilisation des ressources. Les taxes que nous devons prélever pour les taxes sur l'importation. Voilà, qu'on doit verser au niveau de la Commission. Il y a des problèmes de mobilisation. Donc, on était obligé maintenant de réduire, par exemple, nous au lieu de faire maintenant 6 réunions délocalisées, on fait maintenant 4 réunions délocalisées, 2 sessions ordinaires, 2 sessions extraordinaires, en même temps faire les deux séminaires. Okay. Donc c'est ainsi qu'il est même programmé, c'est en vue, ça a été décidé cette fois-ci, parce que ça fait longtemps les pays qui ont été éteints de l'Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, n'ont pas eu à organiser des sessions. Donc il a été proposé, les députés guinéens sont battus, et ça sera une première, la Guinée va recevoir
la première session est extraordinaire et le premier séminaire de l'année 2018 sera organisé à Conakry. Mais aujourd'hui, tous les 115 députés seront à Conakry, plus des travailleurs du Parlement de la CEDEAO. alors, quel est aujourd'hui concrètement le niveau de désintéressement de la part de la Guinée au sein de cette commission? Parce que vous avez la possibilité quand même de savoir, est-ce que la Guinée est un bon élève, est un bon contributeur? Quel est aujourd'hui son niveau? Jusqu'en début de 2016, on était vraiment en retard. Mais la Guinée a eu à éponger beaucoup. Je ne saurais vous donner les chiffres aujourd'hui, mais vraiment, parce qu'à chaque fois qu'on quitte la session, on nous remet une lettre pour venir déposer au niveau des présidents. Et vraiment, la Guinée s'est beaucoup acquittée. Pratiquement, on est vraiment en avance aujourd'hui. On a beaucoup épongé. Et je crois peut-être d'ici fin année 2017, on pourra éponger nos dettes. Donc on pourrait dire à ce niveau que c'est Guinée is back au plan Parlement CEDEAO. Ah ouais, parce qu'il était même dit que si réellement les pays ne s'acquittent pas, les institutions ne pourront pas fonctionner. Et non seulement, peut-être qu'on n'aura pas droit de parole ou droit de proposition là-bas. Et c'est ce qui serait grave. D'accord. Alors, revenons sur le séminaire de formation qui a duré pendant 3 jours. Est-ce que tous les députés guinéens qui sont membres de ce Parlement ont pris part, ou bien c'est vous seulement qui avez pris part? Non, tous les députés guinéens, parce que c'est une session. Donc tous les députés devaient être... La pédagogie, c'est la répétition. Qui sont-ils d'ailleurs? Nous avons Aya Nantou Chérif, qui est IRP Arc-en-Ciel. Nous avons Madame Toufani, nous avons Bafischer, nous avons Yaya Traoré, et ensuite Sourihaba, et moi-même. Donc tous les députés les 6. Et votre participation, est-ce que c'est une participation active ou passive? Très active. Ah bon. Très active, je vous dis. Quels sont les exemples qui montrent que la Guinée ne vient vraiment pas accompagner les autres? Non, vous pouvez avoir confiance aux députés guinéens. Je vous dis, dans les débats, nous rendons comme cela se doit. Et nous participons activement. Nous faisons de très belles propositions. De grandes contributions au niveau du Parlement. Vous connaissez des gens. Adjanantou, c'est une dame très posée. Mais très pointue. Très pointue. Oui. Madame Toufani, la même chose. Oui, vous également. Et bon, est-ce qu'à ce niveau, l'étoffe n'est pas du côté des femmes? Et Bafischer, là, j'ai pas besoin de dire, vous le connaissez. Vous le connaissez. Le jeune Yaya Traoré, quelqu'un de très posé, très pondéré. Lui, il est de la commission des finances. Parce que c'est son domaine aussi. Il est de cette commission. Et Souriaba, qui est le député uninominal de Zérékouri. Maintenant, comment l'atmosphère, puisque vous venez de différents horizons, 15 pays, plusieurs députés, comment ça se passe entre vous? Est-ce que parfois il peut arriver qu'il y ait des écarts de langage? Comment tout cela est géré? Non, mais en fait, c'est comme au niveau de tous les parlements. Oui, parfois ça crie. Ça crie, ouais. Surtout, on a un président actuellement qui est très chaud. Ouais. Il est de quel pays? Il est du Sénégal. D'accord. Du Sénégal. Mais on a le premier vice-président qui est du Nigeria. La deuxième vice-présidente est de la Côte d'Ivoire. Nous avons ensuite le troisième vice-président, il est du Libéria. Et le quatrième est de Cap-Vert. Donc, souvent c'est dans la présentation des rapports pays. Ça chauffe. Ça chauffe. Parce que lorsque vous attaquez certains pays, alors les autres réagissent. Sincèrement. Et pour cette fois-ci, je vais vous donner un petit exemple. Allez-y. Il y a eu, lorsqu'on a parlé de la genèse de la CEDEAO, comment CEDEAO a été créée, et le présentateur a eu à parler de l'apport du Nigeria et du Togo. Donc, ils ont fait l'éloge de ces deux pays. Ces deux pays-là. Bon, bien sûr, d'autres pays sont venus. Alors, tout de suite, les Guinéens, on s'est regardés. On dit, ah non. Ce Touré était où alors? Voilà, le effectivement. Ouais. Alors, chacun de nous voulait parler. Alors, on a laissé la doyenne parler. Adjanantou Chérif.
Et vraiment, elle a ramené l'ordre dans la salle. Et le premier vice-président du Nigérian, lui-même, il voulait poser la question, mais où était Sékou Touré en ce moment-là? Il n'y avait pas plus panafricaniste que Sékou Touré. Ouais. Alors là, le présentateur lui-même, il s'est repris. Non, qu'il ne pouvait pas citer tout le monde, tout ça là. J'ai dit quand même, pour ceux qui sont les pionniers, ouais, on ne peut pas les occulter. On ne peut pas les occulter. Si vous avez parlé de Kwame Nkrumah, vous avez parlé de tel, mais c'est la même, certains même ont fini leur vie en Guinée. Ouais. Donc, comme on peut parler de ceci et ne pas parler de Sékou Touré? Parce qu'on parlait souvent, on dit que Sékou Touré avait une politique extérieure très forte. Peut-être c'était sa politique intérieure qui était mauvaise, mais la politique extérieure il s'est donné pour l'Afrique. Donc, vraiment, ça, voici un cas où les Guinéens ne laissent pas passer sous silence. D'accord. Alors, l'autre question qu'on se pose aujourd'hui sur les institutions, c'est bien leur impact sur les pays respectifs. Quel impact aujourd'hui positif que peut avoir le Parlement de la CEDEAO sur les pays, sur les pays membres? Bon, je vais vous donner par exemple le cas sur la libre circulation des hommes et des biens. Vraiment, ça c'est effectif. Ça nous a permis même de visiter les frontières entre le Togo et le Ghana, entre le Togo et le Bénin. Nous avons fait ces visites. On a vu l'effectivité de l'application de cette libre des consignes qui ont été données. Ça, c'est quelque chose de réel. Le droit de circuler, le droit de s'établir. Ça, c'est exact. Quand je prends, par exemple, on a eu une présentation du Togo qui nous a dit qu'ils ont eu à accorder 50 entreprises des pays venus s'installer au Togo pour permettre cette intégration. Donc, voici des cas comme ça, très probants que nous devons. Nous avons aujourd'hui l'application du TEC, du tarif extérieur commun. Oui. Ça, c'est déjà une bonne chose. Aujourd'hui, nous nous battons pour avoir la monnaie unique. Moi-même, la dernière rencontre au Togo, au séminaire, j'ai eu à poser cette question au présentateur. À quand cette monnaie unique? Parce que ça fait un problème. Yeah. Il y a des pays qui sont dans la zone CFA. Il y a d'autres pays comme nous, la Guinée. Nous avons notre monnaie. Le Nigeria, ainsi de suite, à sa monnaie. Donc, le Neira. Donc, vraiment, ça, c'est un problème. Tant qu'on n'est pas... Parce que quand moi, je quitte aujourd'hui, je vais ailleurs. Je suis obligé de me battre pour faire l'échange. Tant qu'il n'y a pas cette monnaie... Si vous voyez que l'Europe a réussi, c'est ça. Parce qu'ils ont vu avoir... à mettre une monnaie unique. Donc c'est un problème qui se pose aujourd'hui au niveau de notre sous-région. Et avec acuité. Oui. Et mais pour beaucoup aussi, quand on parle d'affaires de monnaie unique, certes ça peut permettre la meilleure intégration, l'unification des efforts, mais ça met à nu également l'insuffisance de production de certains pays comme la Guinée. Pour aussi être au même niveau sur le plan monétaire, il faut aussi avoir une forte capacité de production et d'exportation. Oui, ça aussi c'est un problème, mais je crois que progressivement, nous allons résorber tout ça là. Mais il faut qu'on voie, c'est vrai, il y a cette volonté politique des pays, des 15 pays de la CEDEAO qui sont là, qui ont cette intention. Je crois même en Europe, ça n'a pas été facile. Pas du tout. Pour voir, vous savez, l'Allemagne, c'était pas facile de laisser le Deutschmark. La première puissance économique. Beaucoup ont refusé. Si vous voyez la Grande-Bretagne, avec le livre sterling. Avec le livre sterling, c'est tout ça là. Donc c'est pas facile. Donc c'est progressivement qu'on y arrivera. L'invité ce matin, mesdames et messieurs, ici dans ce studio et sur ce plateau, c'est bien Hadja Aïssata Dafé, elle est présidente nationale des femmes de l'Union des forces républicaines. Avec elle, on est en train de parler de du séminaire de formation qui s'est tenu du côté de Lomé, capitale du Togo, et la dernière session du Parlement de la CEDEAO. Revenons sur aussi
le passage d'un parlement consultatif à un parlement de cogestion aujourd'hui, on tend vers un parlement qui va légiférer. Est-ce que tout cela s'est mis à l'actif du parlement actuel ou ça a été progressif? Non, ça n'est pas à l'actif du parlement actuel. C'est depuis. C'est un process. C'est un process qui a débuté depuis longtemps. Parce qu'au départ, le député du parlement de la CEDEAO pensait qu'il pouvait même avoir droit de regard sur les parlements nationaux. Donc quand on a dit non, vous venez tout juste à titre consultatif. Bon, les gens étaient frustrés. Parce que dans le dernier séminaire, on en a discuté. Oui. Je vous ai expliqué tout de suite la genèse, quand ils nous ont expliqué la genèse, comment on est venu à ce Parlement. Donc les premiers qui étaient là étaient vraiment frustrés. Et je vais vous dire, on nous a raconté, un des doyens qui a passé là-bas, nous a raconté quelque chose que nous-mêmes, on ne savait pas. Et c'était la désignation du premier président du Parlement de la CEDEAO. Et en ce moment-là, ils ont dit, ils vont mettre le doyen, qui devait être le Parlement de la CEDEAO. Donc, le doyen, ils ont désigné un autre qui s'est dit qu'il était le doyen. Un certain, je crois, M. Diallo, qui était du Mali. Mais par la suite, quand ils ont vérifié, mais il était déjà élu, qui devait être normalement le doyen, c'était le père de Suleiman Ba Fischer. Okay. À l'époque. À l'époque. C'était lui. Il a relevé ça. Il nous a dit, c'est ton père qui devait être le premier président du Parlement de la CEDEAO. Comme pour dire que la Guinée n'est pas un nouveau pays. Mais vous savez, depuis les derniers moments, depuis que après la mort de Sékou Touré, non, de Lansana Conté, pratiquement on n'était pas représenté au niveau du Parlement de la CEDEAO, on ne siégeait plus. Donc il a fallu la mise en place, parce qu'il y avait le CNT, donc il a fallu la mise en place de ce Parlement-là pour que les députés guinéens puissent aller vraiment faire leur combat au niveau du Parlement de la CEDEAO. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment le bon retour. Le bon retour, vraiment, c'est vraiment le bon retour. Et je vous l'ai dit, je l'ai tantôt dit, même tout dernièrement, le président du Parlement n'a pas manqué de le dire, le seul pays là-bas qui a respecté, qui est allé même au-delà des 30%. Parce que nous, la Guinée a fait la parité. Dans la représentation, 3 femmes, 3 hommes. Maintenant, la prochaine rencontre, c'est la Guinée qui va l'abriter. Oui, c'est en 2018, ouais, cette session extraordinaire et le premier séminaire. Et est-ce que déjà vous avez commencé avec quelle infrastructure d'accueil? Les préparatifs. Parce que vous-même, le Parlement guinéen, pas plus tard qu'hier, on s'est retrouvés, les députés de la CEDEAO, pour commencer déjà les préparatifs, parce que ce qu'on a vu dans les autres pays, il faut faire mieux. Si on ne fait pas comme, mais si on ne fait pas mieux, il faut faire mieux. Ouais. Donc vraiment, pas descendre nous avons déjà, pas plus tard qu'hier, on a commencé déjà à préparer les courriers pour pouvoir préparer tout le monde à cet événement, parce que vous imaginez 115 pays de 15 États qui se retrouvent en Guinée, avec plus de 50 à 75 de l'administration du Parlement. Une bonne affaire pour les hôteliers aussi. Oui, pour les hôteliers et même pour l'image de notre pays. Très, très important. Marques, voilà. Alors, on va aborder maintenant l'UFR, l'Union des forces républicaines. C'est sans doute, on est dans la dernière ligne droite de la tenue vers j'allais dire dans la dernière ligne droite pour aller vers les élections communales. Avant d'aller aux élections, Aboubacar Condé, aujourd'hui, pour beaucoup, l'UFR n'a pas d'adversaire au pouvoir, mais plutôt d'adversaire dans l'opposition. Votre adversaire, votre combat n'est pas d'aller aujourd'hui vers le fauteuil présidentiel, mais comment anéantir d'autres éléments de l'opposition. Mais en fait, tous les partis politiques viennent, chacun fait son parti, c'est pour pouvoir gagner, à toutes les élections. C'est ça notre combat. Dire que c'est pas notre adversaire n'est pas assez retouré que c'est ailleurs. Mais je vais vous dire,
le parti au pouvoir va aussi aux élections avec nous, aux élections communales. Tout à fait. Hein? Donc, pour vous dire, s'ils sont candidats dans une zone où nous-mêmes sommes candidats, nous cherchons tous à gagner. Qui va laisser pour l'autre? Bon, c'est ça la question. Ceux qui le disent se trompent. Hein? Ah bon? Ils se trompent. On est en politique. On va, c'est pour chercher, pour pouvoir réussir. Mais on dit que Si parce tel que- n'est pas le cas, ça ne sert à rien d'être en politique. Oui, parce que depuis après votre divorce avec l'UFDG, avec l'opposition républicaine, votre combat aujourd'hui, il est plutôt orienté contre vos anciens compagnons, vos anciens alliés, que vos anciens adversaires. Mais je vais vous dire, mais c'est réciproque. Ah bon? Ah, c'est réciproque, hein? Ah bon? Pourtant, on pense que c'est vous qui Non, soutenez tout cela. non, mais c'est réciproque. Le combat, c'est de part et d'autre. Personne ne laisse pour son prochain. Et puis, quand on dit ça, que nous combattons l'opposition républicaine, mais attention, lorsque vous avez, je reviens toujours là-dessus, lors des votes à l'Assemblée, hein, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Ah oui. Hein, concernant le code électoral. Ouais, le point 2 surtout. Et nous étions les seuls à être contre ça. Mais eux, ils étaient avec les autres pour pouvoir voter cela. Mais cela ne veut dire que quelque part, si les intérêts sont Oui, mais communs, en ce temps, si les on intérêts vous a sont qualifié communs, d'ennemi de la République. Vous ouais, qui mais- n'avez pas voulu soutenir cette démarche. mais cela n'empêche à rien. Nous avons notre conviction face à une situation bien donnée. Et Si devant c'est l'histoire. pas et devant l'histoire. Ouais. Si c'est pas, on pense que c'est pas normal, mais personne ne nous obligera de faire ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit faire. Personne ne peut nous obliger. On a vu que à travers cela, ça n'apporte en rien. La seule chose qui restait aux citoyens guinéens, c'était cette élection à la base. D'accord. Mais si ça même ils l'ont perdu. Avant de parler de ces élections, parce qu'il y a beaucoup à dire à ces niveaux également, aujourd'hui, la communication de l'UFR et de son président surtout, ce n'est pas la présentation ou les arguments sur le projet de société, sur le programme de développement, mais plutôt le rappel de l'histoire. Nous avons aidé tel ne nous a pas été reconnaissant. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en cours d'arguments pour vendre mieux votre projet de société? Vous savez, le projet de société de Sidya Touré n'est plus à présenter. Il a fait déjà preuve de ce dont il est capable. Et son projet, pour tous peut-être ceux-là qui ne peuvent pas maîtriser aujourd'hui l'outil informatique, sinon lorsque vous allez sur notre site, vous verrez notre projet de société. Et aujourd'hui, vous allez un peu partout, on a déjà commencé à communiquer. On a des jeunes qui présentent le programme de société. On prend par thème, chaque semaine, un thème qui sera développé par nos jeunes qui sont préparés dans ce sens-là. Donc, nous autres, lorsqu'on veut, nous voulons en débattre. Lorsqu'il est temps qu'on en débatte, vous verrez les personnes qui viendront débattre vraiment du projet de société de l'UFR. Ce n'est même pas de M. Sidya Touré. Nous savons que Sidya Touré est un produit vendable à tous les niveaux. Mais on dit, tout au début, Sidya disait souvent qu'il est le candidat transversal, mais aux yeux de certains observateurs, lui qui combattait l'ethnocentrisme, l'ethnostratégie, on a l'impression qu'aujourd'hui, au sein du parti, Il devient un maître de l'ethnostratégie. en tout cas, c'est ce que les autres vous reprochent. Vous savez, bon, c'est de bonne guerre. Ah bon? C'est de bonne guerre, qu'on le dise. Mais nous, ça ne nous dérange pas. Est-ce que ce n'est pas une perte de terrain qui explique Je ça? dis oui, c'est une façon aussi parce que on a vu l'engouement ces derniers temps, ce qui se passe au niveau du parti. Donc, il y a de quoi qu'on nous traite de tous les mots. Donc, moi, je crois que c'est un problème qui reste là. Le peuple de Guinée jugera chacun par son travail et par sa façon et ses propositions qu'il aura à faire au peuple de Guinée. Ces mots de dire d'ethno-stratège ou quoi que ce soit, vraiment ne dérangent pas l'UFR. Nous sommes dans ce que nous faisons, nous travaillons en sous-marin
et le travail continue. Parce ça. que quand on prend un peu ces guéguerres, on a vu ces parties de parti à parti pour aller individu à individu. On a vu d'un côté les lieutenants de Sidia qui s'attaquent à Kassori dans le passé. On a vu également les lieutenants de Kassori qui s'attaquent au passé de Sidia Touré. La cohabitation aujourd'hui à Sékou Touréa semble être difficile entre votre président et le président de GPT. Non, il n'y a pas de problème particulier. Vous savez, je le disais tantôt, quand on parlait du président du BOC, je disais, les réseaux sociaux, les gens se permettent de tout. On n'a pas la maîtrise, ce n'est pas possible. Mais je crois que vous avez vu que tout s'est estompé. Parce que le président, lors de son dernier passage au siège, il a dit que dans son programme de société, ce n'est pas de s'attaquer aux personnes. C'est de s'attaquer au programme. Donc les gens ont compris que vraiment, si les gens le font, ce n'est pas avec l'assentiment de M. Touré, du président Sidia Touré. Donc ils le font à tête. Donc c'est un problème vraiment qui ne nous embarrasse pas. Et on a dit à tout le monde, notre problème aujourd'hui, c'est expliquer aux Guinéens qu'est-ce qu'on veut faire à partir de 2020. Si une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer à la Guinée. C'est ça aujourd'hui notre credo. Est-ce que l'UFR existe réellement aujourd'hui sur le terrain, sur l'échiquier politique guinéen? Est-ce que vous n'êtes pas en disparition? Avant que je ne parte à Lomé, j'ai été invité à Sigiri par nos responsables. Et j'ai traversé, j'ai fait Dabola, j'ai fait Kouroussa, j'ai fait Kankan et Sigiri pour 48 heures. Vraiment, l'engouement que j'ai vu, la réception que j'ai reçue, c'était, personnellement, c'est moi qui dirigeais. C'était les femmes qui m'ont invité et j'étais là-bas. Je sais quel est l'engouement. Et je crois que c'est encourageant. C'est vraiment encourageant ce qui se passe aujourd'hui. Et nous continuons dans ce sens-là à travailler à travers nos différentes structures à Conakry et à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on ne vous confond pas aujourd'hui au RPG Arc-en-Ciel? Non, on ne peut pas nous confondre au RPG Arc-en-Ciel. Oui, parce que vous êtes le haut représentant. Non, mais vous savez, ça fait X fois vous me posez cette question-là. Non, mais parce que beaucoup d'observateurs aujourd'hui, partout où l'UFR passe, on y voit un peu l'ombre du RPG Arc-en-Ciel. Même si Sidia Touré ne vient pas au siège du parti. Non, même Sidia Touré, aujourd'hui, s'est mis à la disposition de la nation pour dire je travaille pour la nation. Si la nation a besoin de moi, dans tel domaine, je viendrai le faire. Et ça, le parti a accepté. Mais si dans certains domaines, on n'arrive pas à s'entendre avec le parti au pouvoir, on le fait savoir aussi. Je venais de donner de l'exemple concernant le code. Donc si ça ne va pas, ça ne va pas. Et quand il y a eu des trucs au niveau de Bokeh, le président Sidia Touré est sorti encore pour dire voilà ce qui est. Mais si c'est bon aussi, sa dernière sortie aussi, il a apprécié, par exemple, le ministre de l'Éducation, Kao Kare. Il a apprécié dans ce qu'il est en train de faire pour l'éducation, ce qu'il a fait cette année. Vraiment, c'était une première. Donc, il a encouragé dans ce sens-là et d'aller encore en profondeur au niveau des changements qu'il veut faire au niveau de l'éducation. Donc, voilà des choses comme ça que l'UFR est en train de faire avec le RPG. Revenons sur maintenant les préparatifs, puisque c'est bien beau de dire, vous avez fait une mission sur Sigiri, les femmes sont enthousiastes, mais régulièrement, quand il s'agit de choisir, les hommes les marginalisent. Est-ce que à ces consultations locales, les femmes au sein de l'Union des forces républicaines vont occuper des places intéressantes? Oui, pour ça, là, je vous dis, nos responsables du bureau exécutif l'ont dit clairement devant les médias que nous allons respecter les quotas. Quotas vraiment qui est aujourd'hui, moi je dirais obsolète, parce que le dernier arrêt sur le code, la Cour constitutionnelle a dit que les 30% ne sont pas conformes. Donc cela veut dire que plus tard nous allons parler même de la parité. Mais les 30%,
même au niveau de la CEDEAO, c'est ce qui est recommandé. Je crois que l'UFR a dit qu'ils vont respecter ce quota. Ils l'ont toujours fait avec le bon positionnement. Surtout, ce n'est pas de mettre seulement les 30% des femmes, mais il faut qu'elles soient bien positionnées. Nous sollicitons cette fois-ci des listes zébrées. C'est-à-dire une femme, un homme, une femme, un homme. D'accord. Donc voilà, c'est ça l'objectif de l'UFR. Et nous avons préparé toutes les listes qui viennent des différentes communes ou des différentes sous-préfectures ou préfectures. Toutes les communes vont passer à peigne fin. Est-ce que cela ne va pas être l'handicap pour vous aussi pour emporter dans certaines localités? Parce que c'est vrai, on voit les femmes quand il s'agit de manifestations, elles sont là, mais le plus souvent, on ne les voit pas, surtout dans les partis politiques, imposer leur gabarit, leur niveau pour attirer autour d'elles dans les quartiers, dans les communes, parce qu'elles passent carrément inaperçues dans les quartiers, dans les communes. Voilà, c'est un problème. Nous avons déjà commencé cette sensibilisation depuis longtemps. Vous savez, personnellement, je me suis toujours battue pour cette meilleure représentativité des femmes au niveau des listes. Et même le forum des femmes parlementaires, avec le soutien du PNUD, nous avons fait une première manche dans toutes les régions de la Guinée. Et la deuxième doit commencer bientôt. C'était pour aller sensibiliser les femmes pour que vraiment qu'elles viennent se présenter lors des élections. On leur a dit, dès qu'il y a approche des élections, les hommes vont commencer à attacher les noix de cola pour venir vers vous. On vous prend comme notre mère, comme notre soeur. Aidez-nous à avoir le pouvoir. Pourquoi vous aussi? Le lendemain, reprenez la même cola, vous aussi ajoutez 1000 francs là-dessus, lui donnez, à partir d'aujourd'hui, je vous prends comme mon père, comme mon frère, il faut m'aider à avoir le pouvoir. J'ai dit, il ne faut pas se laisser. Nous sommes là seulement comme complément d'effectif. Nous qui faisons les 52% de la population, c'est nous qui allons demander aux 48%, donnez-nous un peu. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Donc on peut s'attendre à Hadja Aïssata Diafé, candidate de l'UFR en 2020. Mais pourquoi pas, on rentre en politique. J'ai commencé comme présidente au comité de base. Aujourd'hui, je suis députée. Ouais. C'est parce que j'ai des ambitions. On rentre en politique, il faut avoir des ambitions pour pouvoir réussir. Donc, c'est ça. Est-ce que cette potentialité existe aujourd'hui au sein de l'UFR? Cette potentialité féminine qui, aujourd'hui, est prête à reprendre le flambeau après les Hadja Dafé? Oui, on a des jeunes filles. Je vais vous citer le cas de Binta Bari, que tout le monde connaît, qui est actuellement porte-parole du cadre de concertation des filles femmes des partis politiques. Vous avez Biba Soum. Elles sont nombreuses, celles qui sont là aujourd'hui, qui tiennent bien. Et parce qu'il faut préparer la relève. Il faut avoir des béquilles. Parce que demain, quand on est fatigué, il faudrait bien qu'il y ait d'autres qui peuvent faire autant, sinon plus que nous. Donc, nous les préparons déjà. Et à chaque fois qu'il y a des rencontres, on ne mettra pas seulement des femmes, on met des filles aussi, des jeunes filles. Il faut les inciter à venir en politique. Il ne faut pas qu'elles soient en marge. On les a toujours dit, à toutes les rencontres du Bureau national, c'est le mot qu'on nous envoie. On veut avoir plus de jeunes filles aujourd'hui que de jeunes garçons. Parce que souvent, quand on parle de ces structures de jeunes, c'est les jeunes garçons qui sont en majorité. Donc, il faut faire venir les jeunes filles. On en a plein aujourd'hui au niveau des universités. Certaines qui ont compris, il faut qu'elles viennent. Il ne faut pas aller je vais créer mon ONG, je vais faire ceci, je sais. Non, il faut aussi faire la politique. Il faut faire aussi la politique. Donc, vraiment, c'est quelque chose que nous encourageons au niveau de l'UFR, à ce que les jeunes filles viennent aussi s'impliquer en politique. Oui, et votre... Oui, l'autre question, je ne sais pas si on doit aller avec les je disais que votre retour coïncide avec l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement par rapport à l'examen de la loi des finances rectificative à ce niveau. Comment ça se passe? Bon, c'est hier seulement, hier lundi. Vous avez été? J'ai été. Parce que je suis revenu la veille de la fête. C'est hier seulement que je suis revenu et j'ai reçu mon bulletin hier. Donc pratiquement, je n'ai pas commencé à travailler là-dessus. Donc, mais il y a déjà les travaux en commission. Et hier, l'Intercom a commencé. Et aujourd'hui, ça continue. D'ici, je vais directement à l'Intercom pour suivre, pour en débattre aussi et être dans le bain de la situation. Alors,
Aujourd'hui, 2020 n'est plus loin et l'UFR veut être à Sékou-Touré à la place de Alpha Condé du RPG Arc-en-Ciel. Concrètement, à quoi l'UFR s'attend s'attaquer pour proposer des solutions aux Guinéens en 2020? Vous savez, pour s'attaquer, pour faire des propositions aux Guinéens en 2020, il faut aller dans le programme de société des Guinéens. Notre combat principal aujourd'hui, il faut réformer complètement l'administration. Il faut réformer complètement l'administration. Qui est foncièrement politique aujourd'hui. Oui. Et il faut s'attaquer à l'éducation, aux infrastructures sociales de base, les écoles. Comme Guékédou est coupé aujourd'hui du reste de la région forestière. Effectivement. Donc vraiment, voici les premières choses auxquelles il faut s'attaquer. Et puis surtout, essayer de mettre les Guinéens ensemble. Aujourd'hui, nous nous regardons, dès que je dis, lui c'est M. Daouda, on dira Daouda qui Daouda Diallo, Daouda Kamara, Daouda Keita, Daouda Souma. Heureusement que je suis Kamara, transversal partout. Transversal, il n'y a pas plus transversal que les Kamara en Guinée. Donc, il y a ça, c'est devenu automatique chez les Guinéens. Ouais. Donc, il faut essayer d'enlever ça de la tête des Guinéens. Nous sommes tous des Guinéens. Nous vivons sur la même superficie dans ce pays-là. Il faut qu'on s'accepte. Si on ne s'accepte pas, on ne peut pas parler de développement. Parce qu'en Guinée, si on disait hier, dis-moi qui tu entres, je te dirais qui tu es. Ouais. Aujourd'hui, dis-moi ton nom, je te dirais ton appartenance politique. Effectivement, c'est ça. Mais même ça trompe parfois les gens. Ouais. Tu peux voir, tu dis, je m'appelle Aïssa Touba, pense directement dire, elle est de l'UFDG. Alors que ça trouve, par exemple, je vous ai parlé tout de suite de Binta Bari, oui. Hein? Si tu ne le connais pas, on dira tout de suite elle est. Mais c'est ça le problème, c'est ça aujourd'hui le problème en Guinée. Il faut qu'on se débarrasse de tout ça là. C'est des choses vraiment qui ne sont pas à encourager dans un pays. C'est l'œuvre quand même de vous les politiques qui êtes mais c'est clair, c'est clair. En cours d'argument, en cours de projet de société. C'est clair. Nous nous recroquevillons aujourd'hui sur l'ethnie, sur la communauté. Et c'est ce qui n'est pas bon. Alors, à présent, on va se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs. Vous qui avez suivi cette émission depuis le début, vous pouvez réagir via les deux numéros du stand, le 666 99 99 30 ou le 666 99 99 31. Diallo, Mamadou Siradio de Foulamadina. Siradio, bonjour. Bonjour Mohamed Kamara, bonjour M. Abakar Kondé et bonjour à l'honorable Dafé. Personnellement, je suis très fier d'elle, mais ce qui reste clair, tous les députés de l'IFR doivent beaucoup à l'IFG. Ah bon. Moi, je voudrais la poser une question d'abord. La question est la suivante. Quelle explication madame peut donner au peuple de Guinée en ce qui concerne le décret qu'on avait pris concernant la crise à Boké? Je voudrais dire aujourd'hui... Reprenez la question. Voilà. Quel? Le décret que Condé avait pris pour la crise de Boké. Vous savez, après la crise, il avait pris un décret en ce qui concerne les mines. Il a pris un décret. Est-ce que ce projet de loi a passé à l'Assemblée nationale? Quelle explication Mme Dafé peut donner au peuple de Guinée? La deuxième question, moi, je voudrais la poser et dire l'ethnocentrisme, selon est-ce que c'est pas Alpha Condé qui est le parrain de l'ethnocentrisme ainsi que M. Sidia Touré? Parce que c'est pas quand vous partez à l'Assemblée générale de l'IFR, leurs coutumes sont devenues de parler ethnique et de faire la guerre à l'IFR. Et pour ça, de l'opposition, on ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Madame Dafé, l'IFR est comptable du RPG. C'est votre conclusion. L'UFR est comptable du bilan du RPG Arc-en-Ciel. Alors bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Votre nom, vous nous appelez d'où? Bangoura, je vous appelle. Monsieur Bangoura, nous vous écoutons. Monsieur Bangoura? Est-ce que vous pouvez mettre à une bonne position pour qu'on vous entende? Allô? Oui, allô, nous vous écoutons. Je salue votre invité de passage. Et j'aimerais le poser. Aujourd'hui, elle ne peut pas nier, et comme on l'appelle M. Sidia le fait,
la promotion du président Alpha Condé. À tout ce qu'il dit aujourd'hui, tout ce qu'il veut dire, c'est comment parler ou de ne pas critiquer, sauf de ne pas critiquer, comme on appelle le régime de la... C'est une question ou une déclaration? Non, c'est comment on appelle, c'est comment pour le moment, c'était un commentaire que j'ai dit. Maintenant, la question, en 2020, quelle sera la politique, la vraie politique que l'UFR mettra en place pour convaincre le peuple, je ne dis pas la population, parce que la population est déjà le peuple de Guinée, afin que le peuple là puisse voter pour nous. D'accord. Merci. Un autre Kaba Karamo. Kaba Karamo, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour, et bonjour à votre invité. Moi, je l'ai suivi, je suis très heureux que la Guinée ait sa place dans les institutions sous-régionales. Monsieur Kaba, élevez la voix. Pourtant, les Kaba ont une force de communication. Vous ne semblez pas être ce Kaba-là. Je suis très heureux de constater que la Guinée est en train de reprendre sa place dans les institutions sous-régionales et continentales. Ça me fait plaisir. Et de l'autre côté, elle vient de toucher l'ethnocentrisme dans notre pays. Moi, je crois que pour barrer à l'évolution de l'ethnocentrisme dans notre pays, le Parlement guinéen a besoin de travailler dans ce sens. C'est mon avis. Et moi, je crois que la bipolarisation de la politique dans notre pays nous servira de moins. Il est parti. Bangoura Ibrahim Adouan Kosenka. Monsieur Bangoura, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Et bonjour à Maman Dafé. Je suis tellement fier d'avoir une grande présidente comme Maman Dafé dans mon parti. Vraiment, je l'encourage par rapport à ce qu'elle a dit et par rapport à ce qu'elle a fait. Je voulais juste ici lui parler. Maman Dafé ne faut jamais essayer de pousser les gens ce qu'ils disent en politique reconnaissance. Si quelqu'un doit être reconnaissant, il doit être reconnaissant envers PIP. Puisque c'est PIP qui l'a montré au Guinée que c'est un cadre talentueux. Et au lieu d'aller dans un autre parti, pourquoi il n'a pas allé avec PIP? S'il s'agit de parler, moi je pense que la politique, il y a des mots, on ne doit même pas avancer dans la politique. Mais si on a affaire avec un leader qui n'a aucune vision, c'est seulement les télécentristes, c'est seulement des petites idées. C'est pour cette raison que les militants se comportent. C'est seulement ça. Merci. Moussa Kamara de Dabondi. Moussa, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Moussa Kamara de l'UFR, pas Moussa Kamara seulement. Puisque nous n'avons pas vu votre carte de membre. Voilà. Je salue mon député honorable Assata Davé. Bon, c'est que j'ai une question honorable. Quand Syria appartient à l'abbé, qu'est-ce que l'échange de temps a dit à Syria? C'est ça que je veux savoir. D'accord. Merci. Donc, on va revenir sur les premières questions. Oui, la première question qui a été posée par Siradio, c'est bien autour du décret du président par rapport à la situation... Oui, créant une zone économique du côté de Bokeh. Est-ce que cela est passé à l'Assemblée nationale? Non, je lui dirais que ça n'a pas passé à l'Assemblée nationale. On a écouté ça sur les ondes, comme tout le monde, et on n'en a pas discuté au niveau du Parlement. Donc ça, c'est clair. Et il a parlé... de l'ethnostratégie. Non, avant ça même, il dit que l'UFR doit... les députés. Les députés doivent... Vous savez, j'ai toujours dit, non, quand lever ce disque-là, ça c'est rayé depuis longtemps. Non, parce que chaque fois... Non. En ce moment-là, là où l'UFR ne s'est pas présenté, ou l'UFDG, quand je prends Ratoma, Dixine, on a voté pour l'UFDG. Mais nous, on n'en parle jamais. Mais c'est ce qui fait craindre les gens. Peut-être que les accords n'étaient pas les mêmes. Quel que soit P, on a apporté. D'accord. Quel que soit P, nous avons apporté. Parce que nos responsables ont fait la campagne avec ceux de l'UFDG dans ces zones-là. Mais eux, ils ne disent pas ça. Nous, on ne veut pas faire le chantage. Tout le temps faire chanter les gens, ça fait craindre les gens d'aller vers vous.
Parce qu'on dit, aujourd'hui, je suis avec eux. Demain, quand je ne serai pas avec eux, c'est fini, c'est pour faire le chantage. Mais ce que vous avez fait, ils ne diront jamais. Ça, c'est très grave. Oui, Dire que Alpha Condé et Sidia sont aujourd'hui les parrains de l'ethnostratégie. Non, moi, je ne réponds pas à des questions comme ça. Je ne réponds pas du tout à des questions comme ça. C'est lui qui sait pourquoi il traite ces deux-là de parrains de l'ethnostratégie. Tu sais, ce que quand tu as l'épine sous ton pied, tu ne peux pas voir ça. Hein. Tu vois seulement ce que les autres ont. Voilà. Alors, l'autre question de M. Bangoura Lamine, quelle politique pour 2020 Bon, on l'attend, dans les débats, on en a parlé déjà. On a dit que notre premier problème, parce que c'est avant qu'on ne commence à recevoir les appels, notre problème aujourd'hui, on a dit que c'est de l'administration. L'administration, les infrastructures de base. Notre politique va se baser d'abord pour ça. Ensuite vient l'éducation, l'agriculture, surtout aujourd'hui, parce qu'on parle toujours de, comment dirais-je, de l'autosuffisance alimentaire et surtout développer l'agro-industrie. Oui. Parce qu'il faut faire pouvoir transformer directement sur place au lieu d'essayer d'exporter toujours, ou bien que nous pourrissent sur les champs, dans les champs. Ouais. C'est des choses qu'il faut éviter. Dans les marchés. Et même dans les marchés. Aujourd'hui à Donc, Mayalo, il faut essayer de développer cette agro-industrie. Ouais. Donc, pour changer un peu la donne de ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais. Voilà quelques points sur lesquels nous allons nous baser pour pouvoir avoir l'électorat pour 2020. Et Kaba Karamo n'a pas posé des questions. Non, mais il a fait quand même il a dit quelque chose. Il a parlé vraiment que le Parlement doit travailler sur la bipolarisation au niveau des partis politiques. Vous savez, dès au départ, le président Conté avait proposé cela. Paix à son âme. C'est ce qu'il avait vu. Il dit que quand on a trop de partis politiques, chacun va se retourner vers sa communauté. Yeah. Il a dit qu'il voudrait qu'on ait seulement 2 grands groupes, 2 grands courants. Yeah. Mais les gens n'ont pas compris en ce moment le souci qu'avait feu le général Lansana Conté. Et aujourd'hui, on est en train de comprendre voilà quel était son souci. Le séjour de Sidia à l'abbé, qu'est-ce que les sages lui ont dit? Je crois que... Voici notre question aussi qui revient. Le disque aussi doit être formaté. Voilà, moi je ne veux pas revenir. Alors on a deux auditeurs, on va les prendre. Monsieur Ba Amadou de Matam. Monsieur Ba, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Franchement, je dis bonjour à votre invité. Je l'adresse toutes mes félicitations en tant que femme battante. Franchement, je l'ai pris de compter sur cette voie. Vous savez, moi, sur les partis politiques, ça m'intéressait. Mais en 2010, au premier tour, j'avais voté Sidia parce que je voulais un parti alternatif. Mais depuis que Sidia s'est parti sur la ligne à Dalé, j'ai plus voté Sidia, j'ai voté à Fakonde. Donc, comment est-ce qu'il peut faire pour nous là, s'il vous plaît, comment est-ce qu'il peut faire pour nous là, pour que la Guinée ne sache plus, ne parle plus d'ethnie, de communauté, pour un parti, on parle de développement. Parce que j'en ai marre d'entendre ça dans les radios. Tout ce que nous parlons, les gens ne parlent que d'ethnie, alors que la Guinée appartient à tout le monde. La Guinée, c'est notre pays. Nous parlons de développement parce qu'en 2010, au nom de tout ce qui me cher, nous, on avait voté pour Sidia Touré. Parce qu'en ce moment, un parti alternatif, sans communautaire. Les gens qui étaient partis vers Alpha Condé, les deux vers nous, on avait choisi l'alternative à la personne qui est toute la Guinée. Et Sidia nous a trahi les partis vers Dalé. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant pour nous attirer vers l'IFR? D'accord, on va prendre M. Diallo. M. Diallo, bonjour. Bonjour à notre cher député parce que je la remercie d'abord. Je remercie surtout CRFM parce que moi je vous écoute à travers la Guinée par l'internet. Ça c'est une chose à saluer. Merci. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a au sein de leur parti politique, surtout l'IFR, il y a des conseils qui passent venant de députés? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, l'IFR a fini de tuer la politique de la République de Guinée. À partir du moment où ils ont un ministre, et l'IFR a un ministre au sein du gouvernement, deuxièmement, le leader de l'IFR est devenu le haut représentant des chefs de l'État, il ne fait absolument rien pour contribuer au développement de la Guinée. Je ne les ai jamais entendus même une fois, même une minute, parler de questions d'assainissement ou d'autres questions. Il ne parle rien sauf de l'économie. L'autre fois, je l'ai même entendu dire qu'il attend le retour de Dalin pour parler pour la chose qui concerne les 500 millions. Où en sommes-nous? Sur tout ça, j'aimerais bien savoir
ils ont discuté proprement concernant ces 500 millions et qu'est-ce qu'ils ont dit à propos. Je vous remercie et passe une très bonne journée. Merci à vous, monsieur Diallo. Vous êtes d'ailleurs le dernier intervenant au compte de l'émission de ce mardi 5 septembre 2017. Oui, les deux questions. monsieur Ba, aujourd'hui, le problème d'ethnie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que les Guinéens se retrouvent sans parler ethnie vraiment? D'abord, je remercierai M. Ba vraiment pour cette reconnaissance. Pour cette reconnaissance. Et je l'encourage à venir, à toujours soutenir l'UFR, à être un militant convaincu de l'UFR. Je sens qu'il aime l'UFR. Et à travers cela, je lui demanderai de continuer à se battre pour l'UFR. Et pour ce qui est de l'ethnocentrisme, vraiment, chacun de nous, personnellement, c'est avec pincement de cœur que j'en parle. Parce que moi qui vous parle là, je suis Souzou de Fourkaria. Mais je suis marié à quelqu'un qui est de Farana. Vous comprenez? Ouais. Donc, je ne peux rien contre... voilà. En fait, les gens de la Haute-Guinée. Ouais. Deuxièmement, pratiquement, j'ai mes sœurs qui sont mariées à des peuls. J'ai des nièces peuls. Ouais. Je ne peux rien contre ça. Mais vous savez, ici, dès qu'on parle seulement, comme tu l'as dit tout de suite, ouais. Aujourd'hui, avant on disait, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, dis-moi ton nom, je te dirai de quel parti politique. Alors vraiment, chacun de nous, ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. C'est tout le monde qui doit s'y mettre. Ouais. Nous sortons tous des familles, donc vraiment, il faut que nous nous mettons à l'œuvre, enlever ça de la tête des Guinéens aujourd'hui. Vraiment, il faut qu'on se donne la main. Sans ça, on ne peut pas parler de développement. Vraiment, M. Ba, je vous encourage. Luttons tous dans ce sens-là pour qu'on puisse vraiment barrer la route à tous ces stratèges. L'UFR, pour M. Diallo, l'UFR a fini par tuer la politique en Guinée parce que vous ne parlez jamais de développement, vous parlez plutôt d'autres choses qui ne soient pas... Et ensuite, M. Diallo dit que Sidia n'a rien fait pour le développement de la Guinée. Ouais. Là, ça, je ris. Parce que qu'il sorte un leader, même si un autre leader ici, qui a autant investi en Guinée comme Sidia. Et il n'était même pas en Guinée encore. Allez-y dans son village, ce qu'il a fait là-bas, et aujourd'hui, ce qu'il continue à faire, parce qu'il vient de mettre encore des panneaux solaires là-bas. Il a fait des écoles. L'une des premières écoles privées ici, c'est lui. Le bâtiment que nous voyons aujourd'hui au 8 novembre, c'est eux. Il avait une usine de cartouches à Kamsar qui a été fermée. Il était, comment dirais-je, pour la première fois que moi j'étais à les connu, parce qu'il est actionnaire à Sobragui, avant même qu'il ne rentre en Guinée. Il était actionnaire à Bonagui. Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'il a gagné, il est venu investir en Guinée. Donc, lui, il ne peut pas dire que Sidia n'a rien fait pour le développement, qu'il me cite quand même un autre qui a fait autant que lui. D'accord. Autour de 500 millions. Ouais. La cagnotte. Non, mais il a dit parce que... Pour entretenir le chef de file. Oui, parce qu'on le dit tout le temps, eux-mêmes qui le disent, que tout le temps, Sidia est à côté du président Alpha Condé, ceci, cela, Sidia est comptable, Sidia a répondu. Il a dit, ouais, on dit que je suis comptable de ce que... Mais en attendant, moi, je n'ai pas un budget à ma disposition qui vient... Un budget de fonctionnement qui vient des contribuables guinéens. Demain, si quelqu'un qui a à s'expliquer, c'est celui qui a quelque chose qui reçoit un budget de contribuables guinéens. Mais c'est la réponse qu'il faut donner. La bagatelle de 500 millions. C'est ça. Le mot de la fin. Donc, moi, je profite de l'occasion pour remercier tous les Guinéens de se donner la main. J'encourage les militants et sympathisants de l'UFR à redoubler d'efforts, aller sur le terrain travailler, demander à tous les autres Guinéens d'ayez confiance en la personne de M. Sidia Touré. M. Sidia Touré peut faire l'affaire de la Guinée. Donnons-nous la main pour que la Guinée puisse avancer. Il dit pour le moment, sa dernière sortie, les gens, tout le monde peut l'interpréter comme il veut. Il dit celui qui est là aujourd'hui au pouvoir, aidons-le à ce qu'il fasse bien son travail. Parce que s'il y a quelque chose qui est bien fait, demain, celui qui viendra après lui continuera l'œuvre. Voici mes derniers mots. Je vous remercie.
Merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation. Merci à Sekou Touré pour la réalisation côté TATV, Kande Omar Kamara, Cabinet Sano, Yamoussa Silla pour la mise en onde côté radio. La rediffusion, c'est à 22h05 sur Chéri FM, la 104.1 et 22h15 sur Africa Télé Télévision. Quant à nous, on se reprend demain, même heure, même fréquence, mais avec d'autres invités. Encore une fois, merci et portez-vous bien. La tribune de Lecture Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour 10h45 sur Chéri FM Guinée.